Bonjour à tous. Dans cette vidéo, le titre, la démagogie permanente, démagogie des informations, suscite l'appel du 30 juin à Montané dans le 64. En effet, nous étions réunis un groupe de personnes, d'agriculteurs et d'élus à Montané dans le 64 cette semaine. Et donc, je vous fais passer dans un premier temps l'information que vous voyez tous les jours sur les grands médias et les moyens médias, donc ça correspond au titre de ma vidéo, démagogie et désinformation, j'ai pris quelques exemples, et ensuite j'apporte des réponses que nous proposons, nous citoyens et agriculteurs indépendants, et des réponses gouvernementales en même temps, les deux. À tout de suite. Vous qui êtes pour mettre des contraintes partout, vous qui êtes pour ne pas en enlever aucune, vous qui êtes sur un système bien caché qui consiste à tellement mettre des contraintes qu'on finit par ne plus rien faire. Voilà, c'est ça le système que vous défendez. C'est que lorsqu'un agriculteur se retrouvait une exploitation à 4 associés avec 150 vaches, le jour où ils en ont une de plus, il pouvait être condamné avec vos méthodes à 150 000 euros d'amende et 1 an de prison. Vous pensez que c'est des grands voleurs ? Vous pensez que c'est des grands bandits? Eh bien c'est ça qu'on défend aujourd'hui. Alors ça vous déplaît. Ce qu'on veut c'est détricoter ce que vous avez fait pendant des années pour en arriver à la situation dans laquelle on est. Quelqu'un qui travaille 50 heures par semaine, qui se retrouve du jour au lendemain parce qu'il a une génisse qui vèle, qui devient une vache laitière, pourrait être condamné de 150 000 euros d'amende et d'1 an de prison. Et surtout dans votre vidéo, demandez à ceux qui la regardent s'ils trouvent ça normal. Donc, rebonjour. Donc, vous avez vu l'intervention, j'ai pris l'exemple de celle de Laurent Duplomb, mais il y en aurait plein. C'est l'actualité quotidienne, hein, tous les jours, toutes les semaines, et ce, depuis des décennies, pour détourner le fond du sujet. C'est pour ça que j'ai mis démagogie et désinformation. Et c'est pas une attaque personnelle contre Laurent Duplomb, c'est un débat qui est généralisé dans toute l'actualité et dans toute la presse agricole. Donc, nous, pendant qu'il y a démagogie et désinformation, on a lancé, si on peut dire, l'appel du 30 juin à Montané. Merci aux élus de Montané, à toute l'équipe là-bas du Pays Basque. Merci à Franck Méméry, bien sûr Stéphane, Bernard, Alexandre Boisson, toutes les équipes de la MDF, Association démocrate des mairies de France et SOS Maire, qui grâce à eux il y a eu cette émission en direct et un grand merci à l'équipe Berkoff, d'André Berkoff, Alexandre Langlois, etc. Un grand merci à eux, parce qu'ils se sont quand même déplacés de Paris pour réaliser cette émission. Merci donc Franck Méméry, Xavier Dupouille, Yannick Pouet, le maire de la commune, et les nombreux élus présents à cette réunion. Alors, avec les consommateurs. Alors, les consommateurs, justement, qui étaient les bienvenus et qui ont bien compris les enjeux, non la démagogie proférée par la FNSEA, Monsieur Duplomb ou beaucoup d'autres, beaucoup d'élus également de la République qui tombent dans le panneau ou qui utilisent les éléments de langage des gens de la FNSEA ou d'autres pour détourner le débat. Les enjeux, c'est quoi? Vous avez vu, vous allez entendre comme chaque année. C'est pour ça que mon titre, je le trouve bien, démagogie des informations. On prend les mêmes et on recommence. Là, vous allez entendre beaucoup parler de sécheresse, puisque la situation, d'un point de vue climatique, elle est catastrophique. Ça, c'est une réalité. Donc, vous allez entendre parler de sécheresse, vous allez entendre parler tout de suite derrière d'aide. Ils vont demander une année blanche, ils vont demander une prise en charge des impôts fonciers, ils vont demander des mesures de la mutualité sociale agricole, ils vont relancer le débat des réserves d'eau. On prend les mêmes, on recommence et surtout, on résout rien. Parce qu'on va absolument rien résoudre, quelles que soient les décisions qui seront prises prochainement. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas au cœur du sujet, on refuse d'aller au cœur du réacteur, les opérations paille, voilà, vous avez la FNSEA qui rentre dans ce qu'on appelle les opérations paille, où ils mettent de la paille à disposition des éleveurs, de la paille normalement moins chère, ce qui va dans le bon sens, hein, mais c'est une solidarité de façade, hein, mais qui ne résout rien.
sur le problème de fond. Parce que le problème de fond est pas là. Le problème de fond, c'est que chaque année, que vous ayez l'irrigation ou que vous ne l'ayez pas, que vous fassiez une opération paille ou pas, il reste 4,50 € à l'agriculteur sur 100 € TTC. Et tant que vous ne toucherez pas à ce curseur-là, vous allez faire une année une opération paille, une année blanche, une année vous allez venir mettre du fumier chez les préfets pour dire attention, c'est la crise du mouton, c'est la crise de la viande, c'est la crise du lait, c'est la crise des légumes. Tous les ans, on est en crise. Vous pouvez le voir. J'invente rien, il suffit d'aller voir les médias pour contrôler ce que je dis. Bon, voilà. Donc, des informations, bien entendu. Quand vous entendez Monsieur Duplomb qui parle de 150 000 € d'amende pour une vache laitière de plus, qui me donne les statistiques des gens qui sont passés au tribunal, qui ont été condamnés à 150 000 € d'amende pour un non-respect des règles. Je les condamne, hein, que les règles soient tatillonnes et qu'elles soient, voilà, qu'on ait exagéré dans ce domaine-là, c'est une certitude. Mais c'est le problème numéro un des agriculteurs. 400 000 agriculteurs, vous pouvez me dire, Monsieur Duplomb, combien ont été condamnés à 150 000 € d'amende pour des dérives avec l'utilisation des produits phytosanitaires, des normes non respectées, etc., etc. Soyons sérieux. Il parle de grands voleurs, et il dit nous on traite les paysans de grands voleurs, de bandits. Non, non, monsieur Duplomb. Les grands voleurs, ils sont dans la chaîne de valeur des 4,50 € qui nous revient sur 100 € TTC. Ils sont là, les grands voleurs. D'accord? N'accusons pas l'administration qui viendrait faire un contrôle qui, à ma connaissance, prend peu souvent 150 000 € dans la journée. D'accord? Par contre, il y en a d'autres parmi les acteurs économiques que vous connaissez bien, auxquels vous avez appartenu en tant qu'élu, qui eux, oui, je confirme, prennent dans certaines exploitations 150 000 € de marge à l'année, voyez-vous. Mais ça, ils les prennent tous les ans, en travaillant. Mais, comme dirait Christiane Lambert ou d'autres personnes de la FNSEA, ce ne sont pas des voleurs, ce sont nos partenaires, voyez-vous. Alors moi, je vais vous dire, des partenaires comme ça, je pense qu'il faut qu'on s'en passe. Donc, qui nous pillent notre valeur ajoutée. Alors, d'où l'intérêt de la réunion de Montané. Montané, où on a fixé des objectifs, on a refait une réunion, plusieurs réunions derrière, et vous verrez des vidéos passées avec Andreas, que je salue, qui a ouvert une chaîne YouTube très courageuse qui s'appelle Chien dent. Vous savez ce que c'est si vous êtes paysan que du chien dent, voilà. Donc merci à Andreas de m'avoir invité avec Franck pour relayer cette fameuse chaîne Chien dent qui va apporter beaucoup d'informations aux consommateurs puisqu'on a besoin de vous les consommateurs pour changer le modèle, hein. Donc on peut, quand on veut, on peut. La base c'est quoi? C'est changer nos modes de fonctionnement, nos consommations, nos actes d'achat pour arriver très rapidement, et c'est possible, à 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en vente, ce qu'on appelle circuit court, où l'agriculteur pourrait reprendre sa facture. Je vous rappelle que 10 milliards sur un peu plus de 90 milliards, c'est très faible. Mais l'enjeu, il est là, c'est déjà multiplier par 3 ce qu'on fait en circuit de proximité, avec des modèles agricoles qu'il faudra adapter. Franck en a très bien parlé, vous verrez dans les émissions qu'on a fait, où il faut inventer d'autres modèles, il faut adapter le modèle agricole à 2026 et il faut permettre à des néo-ruraux, à des non-agricoles qui n'ont pas de capital, de s'installer dans des moyennes et dans des petites exploitations en démarrant en circuit court avec une double activité qui doit être reconnue par la profession. Parce que la profession, lorsqu'on demande des autorisations d'exploiter en CDOA, elle tire à boulet rouge sur les néo-ruraux et ceux qui veulent démarrer avec une double activité. Et ça, c'est pas normal. On a un problème dans notre profession vis-à-vis des gens de l'extérieur qu'on doit accueillir et non pas rejeter. Parce que dans ces projets-là, on va pas se mentir, faut 3 à 5 ans pour lancer l'activité, hein, créer une clientèle avec les consommateurs, et il faut démarrer avec un salaire extérieur, homme ou femme, voire des fois les deux au départ, mais avec des petits projets. Franck
l'a démontré, je suis allé chez lui, et beaucoup de gens le démontrent, on peut vivre bien mieux que les modèles traditionnels qu'on avait, nous, derrière nos parents, avec des centaines de mille euros d'emprunt. Donc les solutions, on les a, les solutions, on les a, passeront pas par la désinformation, passeront par trois poignées de main, la poignée de main avec les élus de la commune qui voudront jouer le jeu, ou les élus des Comcom, et les consommateurs qui étaient dans la salle à Montané, qui ont bien compris les enjeux. Et les enjeux, ils sont dans la main en partie des paysans, en changeant notre façon, notre raisonnement, notre mode de travail, en adaptant notre modèle agricole et nos cultures, qui certes sont en train de cramer, et c'est une catastrophe, d'autant plus qu'il faut prendre le virage, il faut adapter nos cultures aux conditions pédoclimatiques par région et par département. Et dans le 64, on ne fera pas la même chose qu'en Bretagne ou que dans les pays de la Loire. Ça, c'est une certitude. Il faut l'adapter, le modèle. On va être obligé de l'adapter. Plus on va l'adapter vite, moins on va souffrir. Et on a les solutions pour l'adapter. Je vous mets en réponse à Laurent Duplon et aux arguments que je donne, la position maintenant de responsable politique de la République. Et je reprends la parole derrière. À tout de suite. Politique qui s'est produite tout à l'heure. Le Conseil national rejette l'accord de libre-échange avec le Mercosur. C'était pourtant un enjeu stratégique majeur pour le Conseil fédéral et le ministre de l'économie, Guy Parmelin. Une alliance de la gauche et des paysans, dont plusieurs UDC, a forgé le non à cet accord. Chloé Stelet, Camille Lancy. Coup de théâtre cet après-midi au Conseil national, l'accord avec le Mercosur a été rejeté. Cet accord doit permettre des économies de 150 millions de francs par année en droits de douane. Mais les agriculteurs suisses craignent de se faire concurrencer par la viande et le vin d'Argentine, du Brésil, d'Uruguay et du Paraguay. Ils demandent 880 millions de francs en compensation. Nous ne pouvons pas demander à l'agriculture suisse de supporter seule les coûts de cette ouverture. Les auditions menées par la Commission ont montré que les préoccupations du monde agricole sont réelles. Elles ne doivent n'être ni minimisées ni caricaturées. Le camp rose-vert est également très critique vis-à-vis de l'accord. Il craint des répercussions néfastes pour le climat et exige du Conseil fédéral qu'il suive le règlement pour prévenir la déforestation. Mais l'agriculture n'est pas la seule à être prétéritée dans ce dossier. On a vu que les aspects environnementaux et les normes sociales ne sont pas suffisamment pris en compte et cela a des conséquences tant pour les pays qui sont concernés par cet accord du Mercosur que par la population suisse. Pour le chef du département fédéral de l'économie, Guy Parmelin, cet accord ne remet pas en question les standards exigés par la Suisse. Toutes les importations en provenance de pays tiers devront continuer de satisfaire aux dispositions de la législation suisse en matière vétérinaire et alimentaire, notamment en ce qui concerne l'hygiène et les résidus dans les produits. Ce projet d'accord avec le Mercosur a donc été refusé par le Conseil national. Le dossier passe maintenant au Conseil des États. Donc, bonjour. Donc, vous avez entendu comment fonctionnent les chefs d'État et de gouvernement en Suisse. Quand on veut, on peut. Quand on veut dire non, on peut. Chez nous, on peut. Voilà. Alors, il y a deux volets. Il y a le volet, ce qu'on a développé à La Réunion, à Montané, le volet circuit court qu'on peut développer. On peut faire x3, monter à 10 milliards. Ça vient. Et c'est en notre pouvoir à nous. Il n'y a pas besoin de décision gouvernementale. C'est propre à nous, à nos façons de consommer, à nos façons d'acheter, à nos façons de nous mettre entre nous, de se serrer la main avec les élus et les consommateurs. Donc reprendre la main sur la facture, sur tout ce qui est possible à l'échelon de nos territoires. Ça peut être 2, 3, 4 exploitations, au moins 2 à 3 par commune en moyenne, puisqu'il y a du potentiel et il y a de la place, voire plus. Et le reste, là je m'adresse aux autres agriculteurs, puisque on est un peu moins de 400 000, ceux qui sont aux grandes cultures, ceux qui sont aujourd'hui intégrés, on va pas se mentir, en production de volailles, en lapins, en porcs, en vaches laitières, avec nos coopératives ou nos industriels, en viande bovine, via les réseaux
d'abattoirs Bigard, eh bien là, pareil, calqué sur un modèle suisse ou un modèle canadien, hein, c'est de créer, et c'est pas compliqué, parce que ça existe, certains l'ont fait, une organisation de producteurs transversale indépendante, une OP indépendante, dans lequel sont regroupés tous les agriculteurs par filière, filière lapin, filière cochon. Il y a pas 50 filières à monter, hein, c'est relativement simple. Et c'est l'organisation de producteurs indépendants, qui reprend la facture. Vous donnez vos volumes, les volumes seront gérés en fonction des débouchés et des attentes sociétales des consommateurs et de la consommation qui sera faite. On ne produit pas plus qu'on est capable de consommer. Donc, des moments, on vous demandera de baisser, peut-être de 1, 2, 3, 4% votre production, mais vous aurez des prix à hauteur du coût de production via une organisation de producteurs transversale franco-française. Et les autres peuvent en faire autant. Est-ce que c'est possible? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on peut désendetter les agriculteurs? La réponse, c'est oui. À travers un plan de désendettement, hein, où on peut transférer, puisque le modèle, faut passer d'un modèle à l'autre, on peut transformer les dettes des paysans qui sont à plus de 260 000 euros maintenant en moyenne par exploitation en rente perpétuelle, qui n'est pas une annulation de la dette, hein, attention. Les transformer en rente perpétuelle, ceux qui connaissent les gymnastiques économiques vont comprendre, via une banque nationale d'État, voilà, qui sera la reprise en main de notre souveraineté. Et où, en parallèle, on peut soit garder l'euro, soit sortir de l'euro. Il y a plusieurs variantes. Mais on reprend une banque nationale d'État avec laquelle on refinance tous les projets dont on a besoin, on relance les investissements publics pour relancer le secteur public, nos hôpitaux, tous ceux dont on a besoin, via notre banque centrale à nous, et on relance les projets agricoles avec un mode de financement en dessous le taux de l'inflation, via notre banque nationale, ce qui permet de facto d'annuler la dette et, et arrêter de dépendre des marchés des autres avec les intérêts de la dette. On n'a pas besoin de ça, on a tout ce qu'il faut chez nous. Il suffit de retrouver des chefs d'État et de gouvernement dignes de ce nom pour reprendre la main et fonctionner comme ça fonctionnait très très bien à une époque lorsqu'on se finançait nous-mêmes avec notre banque centrale et avec le circuit du trésor qui coûtait rien à personne. Voilà. Donc, quand on veut, on peut. Deux axes majeurs, je vous l'ai dit. Le local qu'on peut développer, et ensuite une organisation de producteurs indépendante avec gestion des volumes, ce qui n'empêche pas du tout, mais alors pas du tout, de faire du commerce à l'international. C'est deux choses différentes. Nous, on se protège, nous, la France, avec un prix de souveraineté nationale, parce que sinon, on va détruire les paysans qui nous restent, on va tous les détruire les uns après les autres, on détruit en même temps l'environnement et on détruit nos emplois. Donc ce modèle-là de souveraineté permet de ramener à peu près entre 2 et 4 millions de travailleurs dans la machine économique, hein, pour financer notre régime social, justement. Ça recrée des emplois. Hein. Alors ceux qui disent on va produire plus cher, non, on va pas produire plus cher, parce qu'au bout du bout, on va remettre des gens à travailler dans la machine économique. Donc si on remet des cotisants, en réalité, globalement, notre système, il s'équilibre largement et on est même gagnant. Donc la solution, elle passe par là, elle n'est pas, comme je vous l'ai mis dans le titre de ma vidéo, démagogie et désinformation, parce que démagogie et désinformation, c'est continuer de faire ce qu'on fait depuis 40 ans, donner des autorisations pour faire des bâtiments plus importants, des fermes plus grandes, toujours faire plus pour nous les paysans, pour gagner moins, pour aller à l'encontre de l'environnement, pour aller à l'encontre des consommateurs, parce qu'on se met les consommateurs à dos, hein, consommateurs qui, on l'a bien vu à Montané, n'ont pas mesuré les enjeux de c'est quoi être agriculteur en 2026. Avec les coups de chaleur qu'on a eus, avec les milliers de volailles qui sont mortes, les milliers de porcs qui sont morts, les vaches laitières ou les vaches, enfin les lapins qui sont morts,
la charge mentale qui pèse sur nos épaules, nous les agriculteurs, nous les éleveurs, elle est terrible. Et ça, si on reprend pas la main à travers un carnet de factures, une OP indépendante pour au moins, récupérer notre juste rémunération et pouvoir embaucher, puisqu'on a besoin d'embaucher, on manque dans toutes les exploitations de main-d'œuvre, c'est la moindre des récompenses qu'on peut demander. Parce qu'aujourd'hui, on a la double peine. On a nos animaux à ramasser qui sont morts par les coups de chaleur exceptionnels. On n'a pas les moyens de climatiser nos bâtiments. On en est bien loin, puisqu'on ne peut pas se rémunérer. Et on a une incompréhension du reste de la population qui peut nous accuser d'avoir des élevages trop importants, etc. On s'est totalement déconnecté du consommateur. On a un boulot énorme à faire de vulgarisation pour expliquer aux consommateurs quel est notre travail, quelle est notre rémunération, quelle est notre situation réelle. Et pour ça, on a besoin d'un effort de l'ensemble des agriculteurs, d'un changement de mentalité et qu'un paysan, il accepte de dire qu'il a fait que 45 quintaux dans ses blés et ne pas faire croire qu'il n'en a fait 80. Parce que ça, c'est un cancer agricole, la désinformation qui vient de nous-mêmes, de notre profession, de cet orgueil et de cette fierté qui donne de fausses illusions aux futurs agriculteurs. Le mieux est de dire la vérité. Plus rapidement nous dirons la vérité sur notre situation, moins sera douloureuse la transformation qu'on va faire. Parce que de toute façon, on est obligé de passer par la transformation de notre modèle, qu'on le veuille ou non, pour des raisons climatiques, pour des raisons de pyramide des âges, pour des raisons de non-retour sur investissement par rapport aux capitaux engagés. On arrive à la fin d'un modèle économique. Est-ce qu'on prend le virage tous et tous rapidement, chacun à notre échelle et à notre niveau? On ne peut pas tous aller à la même vitesse. On a des engagements financiers vis-à-vis de nos partenaires banquiers. Donc chacun va à sa vitesse, mais il faut que chacun prenne conscience qu'il y a un virage à prendre. Ce modèle-là ne peut pas tenir. C'est pas la peine de le démontrer, on le sait, et c'est un drame avec les suicides et les dépôts de bilan qu'on a partout en France au niveau agricole. C'est un désastre. Donc il faut changer de modèle. Ça marchera sur du long moyen terme, alors que les slogans pour appeler les paysans à tout casser ou à aller mettre du fumier chez le préfet, on peut mettre du fumier chez le préfet, ça fait 40 ans qu'on le fait, ensuite il faut ramasser le fumier, et le lendemain matin, on a la même situation économique, on a nos 4,50 € sur 100 € TTC. Et le préfet qui a reçu le fumier, eh ben c'est pas lui qui a pris la différence des 4,50 € aux 100 € TTC. C'est bien souvent ceux que la FNSEA appelle nos partenaires. Donc nos partenaires, eh ben, il faut revisiter la chaîne de valeur, il faut garder nos partenaires, parce qu'on a besoin de partenaires. Certains, il n'y en a plus besoin. Faut revoir tout le modèle, c'est-à-dire qu'il faut enlever des choses qui pèsent sur la filière, sur la chaîne de valeur. Il y a des emplois qu'il faut garder, il y en a d'autres qu'il faut radapter, et il y en a d'autres qu'il faut supprimer. Mais il faut absolument que ceux qui prennent 30 à 40% de marge, ils arrêtent de prendre 30 à 40% de marge. Parce que si on les garde avec 30 à 40% de marge, on ne pourra jamais rééquilibrer la filière et installer des jeunes pour reprendre nos exploitations. Donc, il y a des choses qui sont incontournables. Revisiter la chaîne de valeur et un mot incontournable qu'on a du mal à dire, parce que ça gêne certaines personnes, la gestion des volumes. On ne fera rien sans une gestion des volumes à l'échelle nationale et sur des modèles agricoles adaptés sur les territoires, suivant qu'on est en zone de montagne ou on est en zone de plaine. On ne parle pas de la même chose. Donc, il faut revoir le modèle. Je vous remercie. À bientôt.